BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h31, ravi de vous retrouver en ce mardi soir. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes là en direct à la radio, à la télé, 19h30, 21h pour parler de tech, exclusivement de tech, avec toute l'actu du moment et puis les analyses de nos experts qui sont là ce soir. Avec au sommaire de ce Tech & Co en ce mardi, eh bien on va revenir sur ce coup de tonnerre. L'Europe va, en tout cas, en quête concernant Google et risque eh bien de poser une amende à Google concernant, vous allez le voir, l'intelligence artificielle et Android. On va en parler dans un instant. On va évoquer aussi le TikTok américain qui commence à être déconnecté du chinois, mais qui est déjà en panne. Voilà, visiblement tout n'est pas bien déconnecté. Et puis en dernière partie d'émission, je recevrai le directeur général de Bouygues Télécom qui sera mon invité. On parlera évidemment de toute l'actualité télécom du moment et puis surtout des nouveautés. Bouygues Télécom, nouvelle box, fibre 5G. Et aussi un nouveau décodeur TV, on vous expliquera ça tout à l'heure. Un grand merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir pour débriefer l'actu, mesdames, messieurs, nous avons Frédéric Krebs qui est là. Salut Fred. Ouais, bonsoir François. Président de Krebs & Partners. Voilà, notez-le, ça va être la boîte de l'année 2026, je le sens. À tes côtés, Fred, c'est Didier Sens qui est là. Salut Didier. Et bonsoir. Journaliste tech, spécialiste de toute cette actualité qui nous entoure et que nous évoquons tous les soirs. Un grand merci d'être là, Didier. C'est un plaisir. Et puis Frédéric Simotel, sans qui nous ne serons pas grand-chose, on peut le dire quand même, en toute humilité. Merci Fred d'être là. Merci à vous, bonsoir à tous. Ça s'est bien passé hier, Tech & Co, jeudi Écoute, aussi. on avait encore plein d'actu. Tout le monde a été sage. Tu vas pas me croire, on a parlé d'intelligence artificielle. Non, ça je te crois pas, c'est pas possible. J'ai un peu écouté quand même, donc je me suis rendu compte qu'on avait évoqué ce sujet-là. Fred Simotel, qui est journaliste évidemment à BFM Business, avec ce soir donc beaucoup d'actu. On va évoquer dans quelques minutes ce procès historique des big tech sur l'addiction aux réseaux sociaux qui commence aux États-Unis. Eh bien voilà, les réseaux sociaux risquent gros. Alors pas tous, parce que certains ont réussi à négocier avant le début du procès. Vous savez, ça se fait beaucoup aux États-Unis. On parlera aussi de cette volonté des services de Meta de passer au premium, de nous pousser à payer pour avoir plus de services. On évoquera aussi tout à l'heure cet Internet par satellite, alors là, mais giga hyper rapide que Jeff Bezos est en train de mettre en place. C'est un truc de dingue. On aurait des connexions via satellite qui sera encore plus rapide que celle de la fibre. C'est assez fou. Mais pour débuter, j'aimerais qu'on revienne sur le petit warning qu'est en train d'envoyer l'Europe à Google. Vous savez que depuis quelques mois maintenant, j'avais presque envie de dire quelques années, mais on n'en est pas loin, le DMA est en place, ainsi que le DSA. Il est là pour régir un petit peu, pour réguler tous ces géants de la tech américains et d'autres pays d'ailleurs. C'est pas que les Américains qui sont visés, mais comme la plupart sont américains, c'est eux qu'on voit en premier. Et c'est l'Europe qui essaie de réguler tout ça. Avec un sujet qui est très intéressant. C'est l'Europe qui est en train de mettre en garde Google concernant l'intelligence artificielle qu'il y a dans les téléphones, et notamment les téléphones Android. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Gemini est totalement, on va dire, imbriqué dans Android. Il va pomper toutes nos informations, nos mails, nos contacts, notre localisation, etc., etc. Et l'Europe est en train de dire, attention, il va falloir que vous ouvriez cet écosystème au service d'intelligence artificielle concurrents. Alors c'est ChatGPT, bien évidemment, ça peut être Claude, ça peut être aussi Mistral. Voilà. Et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que là, à mon avis, c'est du lourd qui est en train de se dessiner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fred, mais pour l'instant, il n'y a pas de condamnation, en tout cas, il n'y a pas d'amende, simplement une mise en garde de la part de l'Europe concernant Google sur ce sujet, avec une réponse exigée juillet prochain, donc dans 6 mois. Oui, mais en fait, c'est pas la première fois que la Commission européenne en fait s'en prend en tout cas à Google. On a déjà eu en fait le cas en 2018, notamment par rapport au search.
où on avait justement fait en sorte que en fait, chaque utilisateur puisse choisir en fait son moteur de recherche, notamment dans Chrome. Là, c'est la même chose. On prend les mêmes et on recommence. L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte de prévenir tout abus de position dominante de la part de Google. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est un cheval de Troie extraordinaire, le fait d'avoir Android dans son terminal. Et là, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que la Commission européenne prévient Google, attention, ne faites pas un environnement fermé, faites en sorte que n'importe quel autre acteur de l'AI puisse en fait être choisi par l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très bon, en tout cas pour nous, utilisateurs finaux, parce que l'idée, c'est qu'on ne soit pas enfermé avec un seul acteur AI. Et moi, je trouve ça plutôt très intéressant, très malin de la part de la Commission européenne, parce que plutôt que d'agir en fait a posteriori, là on anticipe un tout petit peu en fait le sujet. Oui, et on va dire qu'il y a presque de la bienveillance dans tout ça, puisqu'en fait Teresa Ribera, qui est la commissaire européenne qui est chargée de la concurrence, dit ceci: avec la procédure engagée aujourd'hui, nous voulons aider Google en lui expliquant plus en détail comment elle doit se conformer à ses obligations en matière d'interopérabilité, de partage des données, de recherche en ligne, etc. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu la même affaire il y a quelques mois aux États-Unis où une cour de justice a imposé à Google justement d'ouvrir les résultats de ses search et différentes data qui étaient collectées par Google à la concurrence. Donc la Commission européenne n'invente rien. Je veux dire, c'est une affaire qui a déjà été soumise. Google a l'habitude de ce type d'attaque, on va dire. On connaît la méthode de Google. On fait et on s'excuse après. On pratique un maximum. On voit jusqu'où on peut aller, puis après on recule un peu. Mais c'est énorme parce que moi, ce qui me titille sur cette affaire-là, c'est qu'on parle beaucoup de droit de la concurrence. On explique en gros à Google qu'il faut qu'il mette ses outils à la disposition de ses concurrents. On ne parle pas du tout du consommateur qui, lui, est complètement pieds et poings liés au bon vouloir de Google et qui, 9 fois sur 10, ne sait absolument pas ce qui se passe avec ses données une fois qu'elle allume son téléphone Android qui part dans tous les sens. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Ça, on le sait bien. Oui. Enfin, les gens commencent à le comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatalisme là-dessus. C'est-à-dire que on utilise tous les services Google, on sait qu'en échange, ils vont exploiter notre data et la vendre. La monétiser. La monétiser. Moi, il y a deux choses. La première, c'est je me demande comment ils vont s'en sortir Google, parce qu'ils ne vont pas rester comme ça en disant merci Teresa, oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, on était un peu trop dans notre truc, dans notre couloir. Promis, dans 6 mois, vous allez voir, on va vous faire un truc. Première chose, c'est comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont pas nous dire, tiens, vous voulez d'autres IA ? Eh bien, cochez les cases. Alors, vous voulez quoi ? Une IA pour vos photos ? Laquelle ? 5 cases. Vous voulez une IA pour vos machins ? 5 cases. Enfin, tu vois, mettre un truc. Finalement, tu vas dire, non, mais attendez, moi, je veux, comme les cookies, là, oui. Et puis, tu vas te retrouver ça. Ça, c'est première chose. Deuxième chose. Après, si tu le fais à la configuration de ton téléphone. Oui, mais ils vont trouver le système où tu vas être obligé de cocher. Après, les geeks vont trouver le truc au moment. Mais tout le reste va dire flûte, il faut encore cocher. Puis ils vont peut-être voir un truc sur telle appli, sur tel site. Tiens, vous voulez utiliser une IA sur ce site ? Cocher la case. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à mon avis, et j'ai lu quelques commentaires sur les blogs d'analyse qui se disent et si ça faisait augmenter le prix des smartphones ? Parce que qu'est-ce que peut faire Google ? C'est dire OK, vous voulez un Google Android ouvert et tout ça, maintenant on paye. Et vous voulez, par contre, si vous prenez notre truc tout intégré, tout ça, notre truc propriétaire, là ce sera beaucoup moins cher. Là, mais ça passera pas. J'y crois pas une seconde. Mais ça passera pas, Fred. Mais non. Pourquoi ça passerait pas ? Regarde le problème qu'on a eu avec Meta. Mais s'ils disent c'est mon produit à moi et tout ça, et qu'ils vont négocier avec des constructeurs. Ça peut passer. Oui, mais quand les téléphones vont arriver en Europe et qu'il n'y aura que Gemini dessus... ils vont dire, si vous voulez autre chose que Gemini, c'est ça, mais c'est plus cher. Ouais. Ça me paraît bizarre. Ouais. Moi, je vois bien un truc, un peu comme on l'a toujours connu, c'est-à-dire que tu vas allumer ton téléphone, on va dire, voilà, vous êtes dans un univers Android, est-ce que vous voulez avoir comme IA Gemini ou ChatGPT
ou le Claude chat. ou Mistral. Tu choisis ton truc, et puis après, voilà, Gemini sera toujours là, mais moins visible, on va dire, et tu pourras discuter. Mais en fait, vont tout faire pour que ce soit compliqué d'y accéder, tout ça. T'inquiète, c'est comme a fait Microsoft pendant des années. Avec les navigateurs. Ben oui, ils vont tout faire pour que ce soit compliqué. Ce qui est incroyable, c'est que quand même, ils ont le beurre et l'argent du beurre, Google. Et ils sont derrière Android, qui est le premier système d'exploitation répandu sur des smartphones. Ils sont derrière Gemini, qui est l'application d'IA qui monte en puissance. Donc, ils collectent un maximum de données qui vont servir à développer, à alimenter leur intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle devient du coup meilleure que les concurrents. Et comme elle est meilleure que les concurrents, le public va l'adopter massivement, donc va donner encore plus de données, etc., etc. On arrive dans une espèce de course aux armements où malheureusement la concurrence est largement dépassée. Et l'autre argument que je pense que Google va mettre sur le tapis, c'est la confidentialité des données. C'est ce qu'ils disent déjà, oui. C'est ce qu'ils disent déjà, dans le sens où, avec moi, tout est intégré, on sait où ça va, et grosso modo... On sait que ça va directement aux publicitaires, donc ne vous inquiétez voilà, pas. Exactement. On a l'autoroute directe. Exactement. Donc, en tout cas, voilà, on contrôle les données de A jusqu'à Z. Là, si je passe la main à OpenAI, si je passe la main à Anthropic ou Mistral, après, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, moi, je me défausse à travers ce jeu de la concurrence. Je me défausse en tout cas là-dessus. Bon, ça va être aussi l'argument. Ça va être. Alors, ceci dit, là où ça va être intéressant aussi, c'est que la Commission européenne a donné des délais très courts pour que Google puisse donner des réponses et donner la façon dont ils vont traiter le sujet. Puisqu'on parle de l'espace de 3 mois à 6 mois pour la réponse de Google. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais je suis curieux de voir. Enfin, en tout cas, je suis quasiment sûr qu'on va aller vers quelque chose de très ouvert, puisque ça reste le sens de l'histoire. Et donc, ou un Android à 2 vitesses. Ou un Android à 2 vitesses. Et puis, il y a un problème financier derrière, c'est-à-dire que Google, Gemini, c'est aussi un moyen pour lui de montrer son avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle, de commencer à conquérir de nouveaux marchés, des entreprises, etc. On sait que ces revenus sont en baisse, enfin que de moins en moins de gens utilisent Google Search parce qu'ils font de la recherche directement à partir de ChatGPT ou Perplexity, etc. Donc c'était un moyen pour eux aussi de combler un peu ce manque à gagner qui va s'accentuer sur le moteur de recherche proprement dit. Et là, en l'occurrence, ça risque de les contrarier un peu dans cette démarche. Moi, je vois l'histoire des. Moi, je vois l'histoire des prix. Je les vois aller négocier. Là, ils avaient déjà essayé il y a quelques années. Ils avaient abandonné cette histoire de entre guillemets taxe Android en disant écoutez, voilà. Moi, je les vois bien aller un Android à 2 vitesses, aller négocier avec un OpenAI et dire ok, on va faire des téléphones Android et tout ça, mais tu vas me payer comme ils font avec les moteurs de recherche avec Apple. Enfin, tu vois, ça... Mais finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu le sens de l'histoire, ce qui est en train de se dessiner ? Parce que, regardez à l'époque, Microsoft avait la main mise sur le navigateur Internet, c'était Internet Explorer. Il a fallu qu'ils payent des centaines de millions de dollars pour qu'au démarrage de Windows, on choisisse notre propre navigateur. À l'époque, il y en a plein qui ont découvert Firefox. Après, il y a Chrome qui est arrivé, etc. Ça a complètement bouleversé le marché des navigateurs. Les moteurs de recherche, ça a été pareil. Fred, tu prenais cet exemple-là. Est-ce que finalement, l'IA, qui est un outil pas similaire, mais qu'on peut peut-être comparer finalement à toutes ces autres commodités que nous avions, eh bien, est-ce que demain, finalement, même sur mon iPhone, peut-être que demain, lorsque je configurerai mon iPhone, on me dira, tiens, François, qu'est-ce que tu veux comme IA ? Est-ce que tu as une IA préférée ? Est-ce que tu veux celle de Siri ? Est-ce que tu préfères celle de ChatGPT ? Est-ce que tu préfères celle de Google ? C'est ce que tout le monde souhaite, c'est le principe de la concurrence, du libre choix de consommateurs. C'est pas délirant comme réflexion. Non. Et si on suit le sens de l'histoire, on devrait arriver à ça, je pense. Ouais. C'est assez intéressant. Et eux vont dire, nous, on a la plus performante, et si tu veux, tu payes. Ouais, on verra. Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit en 2026. J'attends vraiment de voir leur réponse, parce qu'à mon avis, ils ne vont pas se laisser... Et alors, rappelons qu'ils ont jusqu'en juillet prochain pour réagir. Et rappelons que s'ils ne réagissent pas, évidemment, ça peut leur coûter beaucoup d'argent, puisque je crois que l'amende maximum, c'est 10% du chiffre d'affaires global annuel
de la boîte en question, donc de Google. Imaginez ce que ça représente, 10%. C'est plusieurs milliards, voire dizaines de milliards. C'est monstrueux. C'est Trump qui va être content. J'ai une petite question pour vous. Sincèrement, et j'aimerais que vous soyez le plus franc possible. Est-ce que vous êtes addict aux réseaux sociaux ? Fred, est-ce que tu es addict aux réseaux sociaux ? Est-ce que le soir, après Tech & Co, chez toi, tranquille, oui, franchement, oui. Tu regardes ton Yellowstone avec Kevin Costner et ses chevaux, et est-ce qu'après, tu t'endors avec Instagram ? Oui. Il fait les deux en même temps. Non, oui. Addict. Et Instagram, LinkedIn. Sure. Instagram et LinkedIn. Instagram, LinkedIn, je suis LinkedIn ça va. tout le temps. Ça va, c'est bien. Ouais, for sure. Donc, Instagram aussi ? Non, moi, c'est les shorts sur YouTube. Les shorts sur YouTube. Ah, YouTube aussi. Il y a YouTube aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais. Didier ? Alors pas du tout. J'utilise encore. TikTok. Que c'est un réseau social ? Et la version américaine. J'utilise encore X et Blue Sky pour des informations parce que je suis abonné à des lettres d'information sur la tech, à des gens qui communiquent sur la tech, mais on peut pas dire que ce soit de l'addiction puisque moi je regarde ça en général le matin au petit-déj et un petit coup le soir avant de me coucher, mais ça dure jamais plus d'un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, donc une petite addiction légère. C'est pas l'addiction, c'est vraiment pour mon travail. Une nécessité. Encore une fois, voilà, une nécessité. Travail, un outil. Je ne le fais pas par plaisir, voilà, parce que le problème de l'addiction, c'est que souvent... C'est vraiment pour t'informer, en fait. Parce que la question est la suivante. Est-ce que les plateformes vont-elles être un jour condamnées pour avoir développé des applications addictives ? C'est ce qui est en train de couver... Pas seulement addictives, dangereuses. Addictive et dangereuse. Voilà. Il y a un procès qui s'ouvre aujourd'hui en Californie. C'est une plaignante qui accuse les réseaux sociaux d'avoir provoqué chez elle des troubles mentaux, carrément. C'est la première fois qu'une affaire de ce type se tient. Pourtant, ce phénomène est une vraie déferlante. Hein. Rien qu'en Californie, on dénombre 3000 poursuites contre les plateformes. Erwan Morris nous explique tout cela. Et puis, bien sûr, après, on en débat avec nos experts. C'est le début d'un procès inédit. À Los Angeles, un jury va devoir se prononcer sur cette question. Les réseaux rendent-ils volontairement les enfants dépendants ? Avec ce risque pour les plateformes, être reconnus coupables alors que les lois américaines les écartaient jusque-là de toute responsabilité sur les contenus publiés. Sur le banc des plaignants, une jeune femme de 19 ans, atteinte de dysmorphie, de dépression et de pensées suicidaires pendant son adolescence. Elle accuse Instagram, TikTok et YouTube d'avoir altéré sa santé mentale en la rendant volontairement dépendante. Pour sa défense, Meta tentera de démontrer que la sécurité des adolescents a toujours été privilégiée au chiffre d'affaires. YouTube brandira, lui, les mesures de protection qui ont été déployées. Ce procès pilote, qui devrait durer au moins 6 semaines, est le premier d'une longue série en Californie. Les verdicts, qui ne seront pas contraignants, devraient dans un premier temps encourager des règlements à l'amiable. En Europe aussi, des actions collectives ont été intentées par des familles contre Meta et TikTok, qu'ils accusent d'avoir nui à leurs enfants. En Italie, une première audience se tiendra en février. Alors voilà, c'est quand même étonnant parce qu'on sait tous et toutes, des centaines de millions de gens savent que ces réseaux sociaux sont addictifs. On va voir ce que donne ce procès. J'imagine que là, on va dire les big tech américaines qui sont au cœur de ce procès vont dépenser beaucoup d'argent en défense avec des avocats qui vont essayer de trouver les petites failles, etc., etc. Qu'est-ce que ça peut donner à ton avis, Fred, ce type de procès ? Et puis si vous regardez un peu les news aujourd'hui, parce que moi je me demandais si le procès démarrait vraiment aujourd'hui. Alors il démarre oui en effet, mais ils sont en train de sélectionner le jury. Et c'est la première fois qu'on va peut-être voir des Mark Zuckerberg ou des patrons de grandes firmes là, témoigner devant des jurys populaires. Ils ont déjà témoigné, mais devant le Congrès, pour l'affaire les Cambridge Files, etc. Là, ils vont témoigner devant un jury populaire. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Ça va forcément dériver sur tous les aspects politiques. Enfin, je pense qu'il va vraiment y avoir quelque chose. En plus, souvenez-vous, Frances Haugen, c'est cette jeune femme qui travaillait chez Facebook et qui avait été un peu lanceuse d'alerte en dévoilant plein de choses. Et déjà à l'époque, je regardais, elle affirmait que Meta avait des études en sa possession prouvant le côté addictif des réseaux sociaux. Donc,
faut voir comment ils vont se défendre. Après, si on voulait être un peu comme Teresa tout à l'heure, être dans le meilleur des mondes, moi, mon souhait serait qu'ils se disent, allez, finalement, on va essayer de réorienter un peu nos réseaux vers davantage de connaissances, enfin, pousser davantage de... Alors, c'est vrai que selon où on va, quand on sélectionne, on peut avoir nous-mêmes, définir nous-mêmes un peu plus ces contenus de connaissances plus importants, enfin, voilà, qui nous ouvrent un peu l'esprit. J'aimerais bien qu'on arrive un peu à ça. Parce que le couvre-feu ou limiter l'accès... Non mais oublie ça, puisque tu sais très bien qu'une partie des modérateurs ont disparu carrément. Hein. Alors en Europe, ils reviennent. Facebook a été obligé d'en remettre en Europe. Ouais, bon, donc les contenus, ils restent toujours des contenus très clivants, très déprimants parfois. C'est ce que reproche cette plaignante. Mais ce 19 ans, hein, rappelons-le. Ouais. Elle était totalement addicte à 4 plateformes. Alors je ne sais pas si on les connaît véritablement, mais elle affirme être devenue dépendante. Il y a au moins Facebook et Snap, je crois. Ouais, ben voilà, au moins. Elle affirme surtout que ça a entretenu ses pulsions suicidaires. Meta, Snap, TikTok, YouTube, exactement. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aux États-Unis, il y a une loi, un peu comme il y avait à une époque en France, qui exonère complètement la responsabilité du diffuseur. C'est-à-dire que Meta n'est pas responsable des contenus qui sont en ligne. Hein. Après tout, il n'est que... comment dirais-je, diffuseur. Hein, mais excuse-moi, mais est-ce que les algorithmes qui sont faits par lui ne sont pas beaucoup responsables du contenu qu'on voit, qu'on voit s'afficher? Tu vois, c'est ça où il y a quand même une espèce de mauvaise foi finalement dans tout ça. Mais il n'y a pas seulement de la mauvaise foi, il y a une hypocrisie énorme, c'est-à-dire que ces boîtes-là investissent des milliards pour donner bonne conscience, tu sais, pour soigner leur image en disant, regardez, on a des ateliers de sensibilisation au contenu dangereux, on a des outils de contrôle parental. On a des textes, vous regardez dans les textes, c'est marqué, attention, ça peut nuire. Les conditions d'utilisation, on prévient les parents. Et alors, en général, c'est toujours ça, c'est... écoutez, nous, le contenu, c'est les enfants qui regardent, c'est aux parents de surveiller aussi. C'est un moyen de se déculpabiliser, mais qui est absolument honteux. Donc, elles ont un rôle énorme, ces plateformes, sur ces dérives, et malheureusement, elles ne jouent pas le jeu. Parce qu'encore une fois, les enjeux commerciaux sont énormes derrière. Justement, en fait, la grosse nouveauté de ce qui se passe là aujourd'hui à Los Angeles, c'est que on va pas juger en fait les contenus sur lesquels en fait toutes ces plateformes se sont défaussées en fait depuis 10 ans, 15 ans, mais on va juger les algorithmes justement, enfin la coquille, à savoir donc les algorithmes, le design en fait des applications et notamment, vous savez, le fameux scroll infini. Et je sais que hier soir, vous avez parlé de ce sujet-là. Il y a ce fameux documentaire Derrière nos écrans de fumée qui a été diffusé sur Netflix, où on voit en fait l'inventeur du scroll infini qui renie son invention en disant que c'était la pire chose qu'il a pu imaginer. Donc c'est ça qui va être jugé en fait lors de ce procès. Et je pense que pour la première fois, il y aura un fond juridique sur lequel en fait toutes les plateformes seront attaquables ou en tout cas redevables. D'accord ? À savoir d'ailleurs que Snapchat a déjà transigé il y a quelques semaines. Oui. A préféré verser de l'argent, je crois, pour ne pas faire figurer à ce procès. Parce que là, ce qui va se passer, là, alors, je ne sais pas combien de temps va durer le procès, mais ça va créer une jurisprudence folle, qui peut être très folle, dans le sens où les plateformes pourraient être acculées à changer le design de leurs applications. Donc, est-ce que c'est la fin du scroll infini ? Est-ce qu'il y aura une limite en fait, à ces scrolls infinis ? Ils trouveront autre chose. En built-in. Mais en tout cas, c'est ça le cœur de l'affaire. Hein. Et c'est pour ça que je suis je suis très positif sur le fait qu'on arrive enfin à quelque chose. Et donc, d'un côté, on a ça qui est jugé. De l'autre côté, la France qui suit l'Australie sur le fait de responsabiliser en tout cas un peu plus les plateformes sur ce qui est montré en fait aux mineurs, en tout cas aux moins de 15 ans. Je trouve que là en ce moment il y a le feu des critiques et il y a le heat en tout cas qui est sur la tête des dirigeants de ces plateformes.
Parce qu'en gros, il y a 2 types d'addiction. Il y a l'addiction donc de cette jeune fille de 19 ans qui affirme être devenue dépendante, anxiété, dépression, automutilation, tendance suicidaire. Il y a même eu, on le sait, des histoires dramatiques de suicide. Ah oui. Voilà, des adolescents qui se sont suicidés. Répété qui dit rendez-vous de l'autre côté, Alors, à un moment. Si je puis me permettre, ça c'est une autre histoire. C'est que, si tu veux, tu as le suicide en fait, des jeunes qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Parce que, ou ils sont trop gros, ou ils sont trop maigres, ou alors ils font pas comme les autres, etc. Et en fait, ça leur fait monter, si tu veux, une anxiété qui, pour certains, quand ils sont fragiles, peuvent aller jusqu'à... Oui, la discussion qu'il avait avec ChatGPT, c'est ChatGPT, finalement... bien sûr, exactement. Et puis, il y a un autre type d'addiction. C'est vrai que c'est différent. C'est un petit peu différent, voilà. Mais c'est quand même une machine qui te dit... Oui, c'est clair. Mais je pense pas qu'on jugera ça, là. Et puis après, il y a l'autre addiction, c'est celle que les milliards, les millions, les centaines de millions d'adolescents et de jeunes qui deviennent addicts, en fait, tout simplement, et qui s'abrutissent devant ces écrans en restant des heures et des heures. Tout à l'heure, en micro, c'est toute génération confondue. Mais le problème, c'est que s'ils désactivent mais tu vois, quand tu es retraité, que tu passes 3 heures sur TikTok, c'est pas très gênant. Mais quand tu es ado, que tu as toute ta vie devant toi et que tu passes ton temps sur TikTok, non, mais qu'est-ce que tu n'auras pas les moyens de faire 70 ans de TikTok comme ça, tu vois, toute ta vie, quoi. C'est ça qui est intéressant. Bon, en tout cas, on suivra les avancées de ce processus. C'est intéressant d'ailleurs quand on décortiquera ces algorithmes de voir le rôle qu'ont joué des chercheurs mondialement connus en psychologie, en sociologie, qui ont aidé à mettre au point ces algorithmes pour maintenir l'attention le plus longtemps possible et continuer à susciter l'intérêt, ce qu'ils appellent l'engagement, qui sont en général les sujets les plus clivants. Voilà. Allez, on marque une petite pause, il est bientôt 20h. Frédéric Krebs, Didier Sens, Frédéric Simotel pour commenter l'actu. Ce soir, vous restez là. Tiens, on va parler de TikTok, puisque vous le saviez, la version américaine de TikTok a été visiblement enfantée, mais non sans douleur. On va en parler dans quelques instants, on va tout vous raconter. À tout de suite, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Posez vos téléphones, Tech & Co a repris. À la radio, à la télé, bien sûr, le replay, les podcasts qui vous attendent, bien évidemment. Vous pouvez aller jeter un œil sur vos réseaux sociaux, bien sûr, sur Insta ou sur X pour nous suivre, bien évidemment. Avec sur le plateau de Tech & Co ce soir, Frédéric Krebs, qui est président de Krebs & Partners. À ses côtés, Didier Sens, journaliste tech. Et Frédéric Simotel, bien évidemment, journaliste maison chez nous. On poursuit, on évoquait justement l'addiction aux réseaux sociaux et ce procès qui s'ouvre, procès très attendu, procès géant aux États-Unis. On va évoquer maintenant un autre chapitre en fait des réseaux sociaux aux États-Unis, c'est TikTok. TikTok qui, vous le savez, pendant de nombreux mois était menacé de fermeture aux États-Unis. Ça, c'était avant l'arrivée de Donald Trump sous l'ère Biden. Rappelons-le, TikTok avait même fermé pendant quelques jours, justement avant que Donald Trump prenne les rênes du pouvoir. C'était donc l'année dernière, tout début 2025. Pourquoi ? Parce que, effectivement, le gouvernement américain ne voulait plus que TikTok, qui est une entité, rappelons-le, chinoise, récupère les données privées, personnelles des Américains et les malaxe pour les envoyer après en Chine. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à l'arrivée de Donald Trump, il y a eu cette volonté malgré tout de conserver TikTok de la part du gouvernement américain, mais en le rendant moins chinois ou en l'américanisant en quelque sorte. Il y a eu tout un complexe montage financier, technologique, qui aujourd'hui porte ses fruits, puisque voilà, depuis quelques jours, ça y est, la scission a été faite, le TikTok chinois est parti des États-Unis, et aujourd'hui, TikTok, qui existe aux États-Unis, est une boîte américaine. Il y a aussi des fonds... je crois, d'autres pays. Oui, on peut. Il y a même Xavier Niel qui a réussi à se faufiler à travers un fonds. Plusieurs. C'est Oracle qui a la baguette derrière. C'est Oracle qui a la baguette. Beaucoup de finances. Qui depuis longtemps technologique aussi, puisque en fait tous les serveurs de TikTok sont hébergés par Oracle. C'était une des conditions, oui, bien sûr. Et on se rend compte que
ce nouveau TikTok américain marche pas si bien que ça. Je sais pas si vous avez suivi. C'est pas qu'il marche pas, c'est que Il tombe en panne. Et c'est qu'effectivement, il y a un boulot énorme à faire, justement, ce qu'on disait. Hein. Exactement. Il faut rapatrier toutes les données sur des serveurs américains, et c'est pas un truc qui se fait en tournant une clé. Donc il y a des bugs à répétition, là. Les gens voient plus leurs images. Ils ont des autres trucs dans le fil d'actu. Ils ont des chargements qui s'interrompent. Ils n'arrivent même pas à publier des données. Donc il n'y a pas, je veux dire, le service n'est pas down totalement, voilà. Mais pour des milliers d'utilisateurs, ça marche pas très bien. Et il n'y a pas en plus d'annonce officielle qui dirait voilà ce qui se passe, etc. Alors il y a eu une annonce officielle qui parle d'un problème de la part d'Oracle, je crois, qui a dit on a eu un problème d'électricité ou un truc comme ça qui a d'électricité. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Une coupure d'électricité dans un data center. Il y a un gars, il a débranché une rallonge. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé, les gars. C'est pas bon. Hein. Voilà. On peut imaginer que c'est quand même une migration, en fait, c'est ce qu'on appelle une migration en termes techniques. On peut imaginer quand même qu'il y ait des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'ingénieurs qui ont dû travailler à cette migration, notamment chez Oracle, qui joue gros quand même dans cette partie. Oracle, qui est réputé justement pour ses bases de données et pour être un des leaders en fait du monde de la base de données dans le monde. Mais là, ils se sont complètement, je pense, ratés. Je pense que c'est un vrai ratage industriel en fait de la part du couple Oracle-Walmart. Il y a aussi Walmart aussi dans l'affaire, parce que c'est pas un simple switch effectivement ou un data center qui aurait eu une coupure. Oui, en fait, il faut détricoter ce qu'est TikTok, c'est-à-dire le TikTok chinois de ByteDance. On ne sait même pas si c'est le même algorithme, finalement. Ils ne peuvent pas utiliser le même algorithme, justement, puisqu'ils l'ont critiqué pendant des années. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'en recréer un nouveau. Voilà. Mais cet algorithme, est-ce qu'il va être aussi efficace? Est-ce qu'il va être aussi addictif que celui qu'avait mis en place ByteDance? C'est toute la question. Et justement, parce que c'est en fait un algorithme. En fait, il faut se rendre compte quand même de la prouesse technologique de ByteDance, d'avoir inventé ce système de scroll où, en fait, les vidéos sont préchargées. C'est-à-dire qu'avant même, tu es en train de regarder une vidéo. Ça charge la prochaine. Celle de la suivante, et même, alors je ne sais plus, parce que là, pour le coup, je ne connais pas l'algorithme directement, mais il précharge en fait plusieurs vidéos. C'est pour ça qu'il y a ce côté instantané qui est très jouissif. Quand tu regardes TikTok et que tout le monde a repris, on parlait de YouTube Shorts, c'est le même principe. C'est du zapping instantané. C'est une sorte de zapping instantané et surtout qui est customisé par rapport à tes propres goûts. C'est ça qui est ce qui est très fort dans ce... Et là, on peut se dire que Oracle n'a pas complètement réussi à effectuer cette migration. Donc, effectivement, tu l'as dit, c'est lent, on ne peut pas se loguer, on ne peut pas publier. Donc, c'est quand même... Il y a plusieurs instances... Ça fait plus de 2 jours que ça dure. Voilà, il y a plusieurs instances qui sont down. Donc, alors... Quelque part, il n'y a pas mort d'homme. S'ils arrivent donc d'ici peut-être un jour, dans 2 jours, même dans une semaine, si ça revient comme avant, on aura vite oublié. J'ai pas mal d'expérience là-dessus dans ma vie pro où parfois on s'est un peu loupé pendant quelques jours ça marchait pas complètement, notamment chez Allociné. Je pense à une migration qu'on a faite en 2009. Pendant plusieurs jours ça n'a pas fonctionné et après c'est revenu comme avant et les gens ont oublié. Donc là ça sera la même chose pour peu qu'ils résolvent complètement le système. En tout cas, le problème. Il y a quand même 170 millions d'utilisateurs. Derrière, ça veut dire qu'il y a quand même des publicitaires qui vivent dessus. Pour ça, pas mort d'homme, oui, certainement. Des publicitaires et des créateurs de contenu aussi. Il y a quand même derrière des gens qui créent du contenu, il y a des gens qui vivent de ça. À mon avis, il y a quand même quelques-uns qui ont quelques sueurs froides quand même, que ça tarde un peu à redémarrer, tu vois, en termes de chiffre d'affaires. Alors, effectivement, il va pas mourir en tant que tel, mais tu vois, je pense que quand même, il y a beaucoup de personnes qui doivent s'interroger sur comment ça va se passer pour la suite. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit aussi brutal. Alors même si parce que ça fait quand même un moment ça fait 2-3 ans qu'on sait que qu'on va y arriver. Une fois que Trump a été élu il y a 1 an, on sait que ça allait encore plus y arriver. Et donc on se dit, alors effectivement, est-ce que c'est juste un gars qui s'est pris le pied dans la prise? Si le problème est plus profond, qu'il y a vraiment des histoires de liens qui se refont pas, là ça commence à être un peu complexe et on pourrait voir des gens qui se retournent aussi contre Oracle en disant, dites donc les gars,
tout devait bien se passer. En fait, tu vois, il peut y avoir aussi avoir les conséquences que ça peut avoir aussi pour ceux qui ont repris le site, quoi. Alors après, effectivement, peut-être que c'est juste une panne de courant. Oui, bon, ça me paraît quand même bizarre. Vous imaginez une boîte comme Oracle ne pas avoir de la redondance sur l'électricité ? On l'a déjà vu, il y a Amazon il y a quelques semaines. Ok, mais bon, ça paraît un peu bizarre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a aussi des voix qui commencent à s'élever concernant la censure de ce nouveau TikTok. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a notamment le gouverneur sur l'affaire du Minnesota, démocrate de Californie qui a dit que maintenant que TikTok est américain avec des investisseurs qui sont plutôt alignés sur Trump, c'est vrai, son bureau, donc de ce gouverneur démocrate Gavin Newsom, a reçu des signalements et a confirmé de manière indépendante des cas de suppression de contenu critique à l'égard du président Trump. Alors, Trump dément... comme c'est bizarre. Non, c'est pas Trump, pardon. C'est TikTok qui dément et qui dit que c'est la panne qui a fait que certaines vidéos, certains propos ont été en fait effacés. Mais il se trouve que c'était des propos qui étaient contre Trump, quoi. Donc c'est pour ça. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a plein de gens qui vont commencer à enquêter là-dessus et voir si effectivement le TikTok d'aujourd'hui ressemble à celui d'hier, finalement, et s'il y a de la censure ou pas. Mais c'est un vrai sujet, parce que... Surtout en ce moment. Voilà, on voit que Trump, l'administration Trump, est en train d'éclater en fait tous les garde-fous qu'on avait pu imaginer jusqu'à présent. On a vu ce qui s'est passé encore ce week-end. On a vu qu'il y a eu d'abord un premier discours officiel de l'administration qui a été vite contredit par les 5 ou 6 vidéos qui montraient en fait une histoire radicalement différente. Donc on verra effectivement est-ce que l'administration Trump a la main mise sur TikTok ou voire sur les autres plateformes. Donc ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer. Très bien, Fred. Hier, on évoquait justement dans Tech & Co cette volonté du gouvernement français d'interdire d'ici la rentrée les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, je crois que ça se fera en plusieurs parties. Oui. Les réseaux sociaux ont l'obligation de mettre en place... la reconnaissance, savoir comment mais d'abord, je crois que ça va être l'inscription. Oui. Si tu as moins de 15 ans, tu ne pourras pas t'inscrire sur les réseaux sociaux. Et puis après, la deuxième, ce sera un peu comme aujourd'hui pour les sites pour adultes, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu prouves ton identité pour pouvoir accéder en fait à ces réseaux sociaux. On rajoute on rajoute. Alors ça n'empêche pas, n'importe qui peut dire à son grand frère de l'inscrire, etc. Mais ça rajoute quand même des petites des petits obstacles, quoi. On va dire des petites barrières. Si l'autre il n'a pas de grand frère, il ne pourra pas y aller. Ouais, il aura peut-être un copain, mais il faudra qu'il dise à son copain de venir. Je pense que ça rassure pas mal les familles aussi, comme ça les parents pourront dire mais tu vois, regarde, même le gouvernement l'interdit aux moins de 15 ans, donc. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe à 15 ans? C'est-à-dire que ça légitime aussi les parents d'interdire le téléphone. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait pendant la pause, en tant que parent, c'est compliqué d'interdire un téléphone et d'enlever un téléphone à un enfant, un adolescent. Là, s'il y a quelque chose de réglementaire, en fait, tu suis la réglementation et tu ne fais que suivre une interdiction. Ça sera peut-être plus simple, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut quand même dire que faire tout reposer sur la responsabilité parents, c'est un peu facile, quoi, parce que tout le monde n'a pas le même contexte de vie, les liens avec les enfants, bien sûr. Son emploi du temps, etc. Donc c'est assez compliqué. Il peut y avoir une responsabilité partagée aussi avec l'éducation, pour pousser aussi dans l'éducation à travailler beaucoup dessus. On sait que le CNUM est en train de bosser dessus pour comment sensibiliser davantage. Il travaille avec l'éducation nationale pour sensibiliser encore davantage les enfants à l'école, leur dire tout ça. Et puis derrière, moi j'ai toujours cette petite idée quelque part, me dire qu'un jour, quelqu'un va dire, mais attends, essayons de leur pousser quand même des contenus de connaissances, en Chine, par exemple. de pousser davantage, tu vois, de travailler tout ça. Et peut-être que s'il y avait un gros coup c'est David Barou qui le disait hier très justement dans Les Échos, peut-être que l'écosystème numérique aussi devrait se dire, bon les gars... un peu de responsabilité. Un peu de responsabilité, ce serait peut-être pas mal, quoi, de montrer, alors si vous regardez des bêtises, regardez des bêtises, mais si on peut pousser des choses un peu plus sensées. Tu parlais de YouTube tout à l'heure. Sur YouTube, il y a plein de choses incroyables, des scientifiques, des maths, pour tous les niveaux, en plus du collégien au lycéen, même pour les gens beaucoup plus âgés. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants. Parfois, il faut un peu les chercher. C'est peut-être là où
on peut pousser, forcer un peu les gens à repousser, à faire monter. Tu vois, en ce moment, on va rentrer dans les périodes d'élection, d'expliquer comment ça se passe les élections, tu vois, d'essayer de dire selon une actualité, d'expliquer, il y a l'Iran, le truc d'expliquer un peu l'histoire de l'Iran, enfin, tu vois, il y a des choses, on est obligé d'aller chercher tout ça. Peut-être que là, il y a un Le problème, c'est que tu es obligé d'avoir des algorithmes qui te suggèrent des vidéos. Parce que de ton propre chef, tu ne vas pas aller chercher des vidéos. Ou alors, comment tu fais? C'est impossible. Justement, en fait, c'est là où, je pense que la solution, elle est pas si éloignée que ça, parce qu'on parle d'algorithmes. Donc, les algorithmes, on peut les aménager. Donc, et c'est une question de dosage. Aujourd'hui, le dosage, il est 100% sur ce qui fait, en fait, ce que les gens aiment de façon absolue. Donc, on est dans une sorte de bulle en fait d'attention où on nous resserre sans arrêt ce sur quoi on s'est arrêté, ce sur quoi on a liké, etc. Maintenant, si ce dosage en fait injecte justement des vidéos plus intéressantes, ou en tout cas qui pourraient être utiles pour la personne qui regarde, c'est un paramètre. C'est un paramètre. Et ils ont le contenu. Le contenu existe. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? En Chine, ils y arrivent bien. Alors, pas qu'il faut arriver jusque ce qui se fait en Chine, où tout est cadré, mais voilà. Oui, il y a peut-être un juste milieu. Il y a peut-être un agenda politique derrière. Quand tu regardes sur X, pourquoi certains contenus sont privilégiés par rapport à d'autres, tu te rends bien compte que c'est clairement politique. Oui, c'est clair. Allez, on enchaîne avec un autre sujet. C'est cette nouvelle constellation spatiale qui arrive. Elle s'appelle TerraWave. Elle est portée par Jeff Bezos, le patron de Blue Origin et accessoirement le fondateur d'Amazon. Une constellation dédiée aux professionnels. C'est un marché qui pourrait rapidement commencer à s'embouteiller. Jean-Baptiste Huette, notre spécialiste espace et aéronautique, nous explique tout ça. Une nouvelle constellation dédiée à une cible institutionnelle. Entreprises, centres de données, gouvernements, sites industriels, c'est l'objectif de TerraWave. À terme, 5400 satellites répartis entre orbite basse et orbite moyenne. Une architecture hybride censée offrir des débits très élevés et stables. Mais pourquoi donc Jeff Bezos lance-t-il une nouvelle constellation alors que parallèlement, il en développe déjà une autre, Léo, pour le grand public? Pourquoi ne pas mixer les deux? La réponse est simple, les grands clients institutionnels ne veulent pas se retrouver sur les mêmes plateformes que les particuliers, question de souveraineté. Un choix d'ailleurs que Starlink n'a pas voulu faire, préférant tout unifier. C'est en revanche une mauvaise nouvelle pour l'Europe, Eutelsat et sa constellation OneWeb qui justement adresse les clients institutionnels. Voilà donc un concurrent supplémentaire sur ce segment et en plus, Blue Origin possède ses propres fusées réutilisables New Glenn, capables de déployer d'un coup 45 tonnes de satellites en orbite basse. Voilà, 5408 satellites exactement, 144 gigabits seconde. TerraWave, c'est vraiment on va dire le premium de l'Internet, très haut débit spatial. En fait, en plus, une espèce de conception technologique qui est très ambitieuse avec des satellites à plusieurs orbites, justement pour privilégier les débits à certains moments, la latence à d'autres moments. Enfin, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de la part de Jeff Bezos de proposer ce service à des professionnels, puisque rappelons-le, ce service ce sera de l'ultra premium. C'est comme si nous on s'abonnait, je sais pas moi, à une super 5G ultra rapide, tu vois, qui est disponible que pour nous et qui coûterait une fortune en fait. On n'a pas encore les tarifs. Non, on n'a pas encore les tarifs. Et tu parlais de 144 gigabits, on peut monter jusqu'à 6 terabits en faisant du parallélisme de liaison, etc. Moi, je trouve que technologiquement, c'est un très beau concept. Maintenant, pratiquement, il faut voir comment ça va se développer. Mais la rentabilité. Oui, mais je pense que si Bezos est derrière, c'est qu'il a flairé le truc. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai lu beaucoup de commentaires où il est question de cibler en priorité l'Afrique, notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud, avec cette offre de très très haut débit, qui sont deux pays émergents, bien entendu. Mais là, on parle de rentabilité. Je ne pense pas que ce soit des pays de ce genre-là qui vont assurer la meilleure rentabilité. Ouais. Ou alors pour l'industrie pétrolière, l'industrie minière, avec des mines autonomes, qui sont détenus souvent par des consortiums.
Anglo-saxon, dirons-nous. Voilà, oui. Non, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Tu vois beaucoup de concepts miniers où il y a pratiquement plus d'humains à l'intérieur. Les camions sont pilotés automatiquement. Ils vont vers des trains qui font... Enfin, on voit ce qui se passe en Australie où tu as des concepts miniers. Les trains font 2000 km, ils sont totalement autonomes. Les camions leur amènent tout ce qui a été extrait. Donc là, ça fait beaucoup de data et on imagine que, en Australie, ils sont tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de civilisation autour. Donc le satellite peut suivre. Enfin, voilà. Et ils peuvent avoir ça. Mais moi, j'imagine, c'est vers ce monde plein d'automatisation que l'on voit, parce qu'effectivement, c'est pas pour connecter les pêcheurs ou les paysans nigériens à 144 gigabits. Hein. Le but, c'est vraiment des entreprises pour développer encore des industries pétrolières, gazières, minières. Et en fait, Jeff Bezos, avec TerraWave, vise 100 000 clients, en fait, ce qui est ridicule à l'échelle du monde. Finalement. Donc ça veut dire qu'il y aura des tarifs très élevés. Il y aura des tarifs très élevés. Alors peut-être que ce sera couplé avec Léo, tu sais, la constellation satellite concurrente de Starlink. Qui est plutôt grand public. Hein. Qui est plutôt grand public, en effet. Et qui proposera elle-même des débits beaucoup plus importants que Starlink. Hein. Léo, la future constellation de satellites de Jeff Bezos, c'est 1 gigabit par seconde on attend depuis de nombreuses années. On attend depuis de nombreuses années. Mais visiblement, c'est Ariane Espace qui va lancer les premiers satellites là. C'est prévu en février. Et il y a plusieurs lancements de dizaines et de dizaines de satellites en 2026. D'après ce que j'ai compris. Faut voir que après, que ce soit pour Starlink ou pour Léo, la difficulté de ces réseaux-là, c'est quand dans les zones à forte densité de population, ça fonctionne pas bien. Tu peux pas avoir plusieurs personnes, des milliers et des milliers de personnes qui ont un abonnement Starlink ou Léo au même endroit. C'est pour ça que quand on parle de l'Afrique, oui, c'est pour ces réseaux-là, Starlink, Léo, pour aller vers des zones un peu isolées. Les zones denses, c'est peut-être là où on va avoir ces réseaux qui peut-être vont arroser d'autres satellites pour avoir un peu plus de oui, ça peut peut-être aussi désaturer les zones denses, tu vois. Oui, non, mais justement, c'est ça. Ça pourrait être. Si on regarde la stratégie de Jeff Bezos, on se rend compte qu'il ne pouvait pas aller en frontal avec Starlink, justement, d'Elon Musk. Parce que Starlink est déjà extrêmement implanté. Hein, il y a presque 10 000 satellites qui sont déjà au-dessus de nos têtes. 11 millions de clients dans le monde et 160 000 en France. Starlink, aujourd'hui. Donc, ils ont commencé à essayer d'adresser le marché des particuliers avec, effectivement, Amazon Léo. C'était un premier pas. Ils se rendent compte que, de toute façon, ils arrivent en challenger, ils ne vont pas gagner. Donc là, je trouve que c'est plutôt malin d'avoir essayé d'adresser, en fait... de passer à l'étape supérieure directement. Clientèle B2B, très haut de gamme, solvable, en tout cas, solvable, qui vont être ultra dépendants, en tout cas, de ce type de connexion. Sur la première plaque géographique en Afrique, où justement, il n'y a pas des infrastructures terrestres pour pouvoir justement relier en fait tous les centres de minage, par exemple. Donc je pense que c'est une bonne stratégie in fine et qu'on va voir en tout cas des choses intéressantes à ce niveau-là. Après, le vrai sujet, c'est qu'il y a tellement maintenant d'objets en l'air. On en parlait là aussi hors plateau. Quand est-ce que ça va être régulé parce qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, mais est-ce que ça va menacer aussi les opérateurs télécoms terrestres traditionnels Est-ce que ils vont pas se retrouver avec un concurrent supplémentaire finalement, ou des concurrents supplémentaires? Sans doute. Non, je pense que dès qu'il y aura... Parce que demain, tu recevras ces satellites directement sur ton téléphone. Hein. Oui. Il y a déjà des tests qui sont faits. Par rapport à une antenne 5G, tu vois, c'est là qu'il faut voir. Si tu as un abonnement mondial, par exemple Starlink, et puis tu vois, qui te permet de ne plus avoir de roaming, qui marche n'importe où pour les gens qui voyagent. Tu es dans ton avion, dans ton avion, je sais que tu n'as pas d'avion privé, mais tu prends un avion, tu as ton Starlink, ça marche direct, tu es sur un bateau, ça marche. En fait, ça sera un abonnement un peu universel qui fonctionnerait partout, tu vois. Je sais pas. Oui, c'est l'argument d'Elon Musk. Hein. C'est ça. Un seul abonnement
Enfin, pas n'importe où dans le monde. Oui, mais dans les autres bancs, ça marche pas. Enfin, à Paris, tu peux pas avoir du Starlink. C'est pas sûr. Non. Ouais, enfin, techniquement, c'est pas sûr. Non, et t'as pas les débits, t'as pas des meilleurs débits que la fibre. Hein. Techniquement, tu peux pas. Non, et puis au moment, trop dense. Alors, tu peux être le seul abonné si tu veux, mais avoir autant de. Ouais, mais tu sais combien de. Ouais, mais il a des dizaines de milliers de satellites. Je sais pas moi, c'est des satellites qui vont à 500 km/h. Renseigne-toi. Enfin, on pourrait faire venir des gens spécialisés dans ce domaine, mais ils expliqueront que aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, je reviens juste un instant sur TerraWave. Il y a des domaines sur lesquels, alors évidemment, nous on voit le côté un peu industriel, voire l'agriculture, hein, qui tout ça. Il y a un autre domaine sur lequel je pense qu'il y a des gens très intéressés, c'est tout le monde de la défense. Ah oui, alors là, bien sûr. Je veux dire, couvrir le monde avec des réseaux, pouvoir remonter un maximum de données. Ouais, mais encore une fois, la souveraineté, TerraWave, boîte américaine, Jeff Bezos, la défense. C'est ce que j'allais dire quand tu dis que ça vient concurrencer les réseaux de télécommunications habituels. Ben, le problème, c'est que si tu confies tous tes œufs dans le même panier à une entreprise multinationale comme Starlink, ben, la souveraineté numérique, elle n'existe plus, quoi. Ouais, Didier. T'achètes sur Amazon, t'as un iPhone, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois ? Je préfère acheter dans les petites boutiques, en fait. Mais Ok, d'accord. Alors donne-moi ton iPhone, donne-moi tes 2 iPhones. L'autre, c'est OnePlus, c'est chinois. Ça, OnePlus. Ouais. Voilà. On en parlait, tiens, ça va pas bien pour OnePlus. Hein. Je sais. Tiens, ça va pas bien non plus pour... et ça, c'est vraiment dommage, et c'est quelque chose qui nous fait mal au cœur, parce que qu'est-ce qu'on est fiers d'Ubisoft en France, c'est vrai. C'est une boîte de jeux vidéo incroyable qui a fait des jeux mythiques, Breton. En plus. Ouais. Et une famille. Mais qui est un peu disséminée partout en France, parce que Rayman, rappelons-le, est issu d'un studio montpelliérain, tu vois. Ils ont à leur catalogue les plus grands blockbusters mondiaux du jeu vidéo. Mais voilà, Ubisoft continue de dégringoler un petit peu partout. Et la dernière annonce en date, c'est cette annonce de plan de départ volontaire. Et c'est ce qu'il y a de nouveau, c'est que alors des plans de départ volontaires et des licenciements dans Ubisoft, il y en a eu des milliers. Mais là, on est en France. C'est ça qui est nouveau. C'est au siège. Donc c'est vraiment là, j'ai envie de dire, le cœur du réacteur qui est touché. 200 postes concernés sur 1100 au siège français. Alors évidemment, appel à la grève, etc. etc. On peut imaginer les conséquences sociales que ça peut avoir. Ça devient vraiment compliqué pour Ubisoft. Franchement, j'arrive pas vraiment... Alors je souhaite le meilleur pour 2026, mais je crois qu'ils ont été obligés d'arrêter le développement de certains jeux parce que ça coûtait trop cher. Et pour qu'on se rende compte, ils ont fermé des filiales. Ils ont fermé des filiales. Et je sais pas si on se rend compte, mais en fait, souvent, la destinée de ces boîtes-là tient à un seul jeu qui sort, en fait. Si ce jeu qui a coûté des centaines de millions d'euros ne marche pas, ça peut les mettre au tapis. C'est ça. Non, ce qui est triste, là, c'est que parfois on dit il y a des entreprises qui arrivent, toutes les planètes sont alignées, le marché s'ouvre, ils ont le bon jeu au bon moment. C'est vrai qu'on voit des jeunes Français, Clair Obscur, qui marchent très bien. Voilà, il y a tout un alignement. Ouais. Et là, Ubisoft, on se dit depuis les histoires de management, histoires de harcèlement, enfin voilà, ils ont été aussi plongés. Oui, c'est vrai que ça n'a pas arrangé leur gouvernance a été plongée aussi dans un abîme un peu de tout ça. On se rend compte que souvent, les mauvaises planètes se sont là un peu alignées. Derrière le jeu vidéo, alors... Quand on regarde le jeu vidéo, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement aujourd'hui. On parle surtout pour les jeux AAA. Voilà, on parle des blockbusters et des grands films hollywoodiens, c'est ça. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est importante. La concurrence dans le jeu vidéo, la concurrence. Alors des jeux mobiles, il paraît que ça change, les jeux sur mobile, ça commence à se calmer un petit peu, mais la concurrence aussi, je pense, des plateformes parce que on peut être addict aux jeux, un peu moins, et pour les un peu moins addicts, ils peuvent être addicts aux séries télévisées. Donc on est en train de s'orienter vers autre chose. On parlait tout à l'heure de l'addiction. Et puis rappelons que Netflix propose des jeux maintenant, des jeux mobiles, des jeux. On parlait de l'addiction tout à l'heure aux réseaux sociaux. Le temps que l'on passe à faire du Instagram, du TikTok comme ça, on ne passe plus à faire des jeux. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que oui, il y a des gens qui sont un peu détournés de tout ça, et derrière quand ça s'aligne, les problèmes financiers, les problèmes de management, peut-être des erreurs aussi stratégiques au niveau des marchés. Oui, parce que les syndicats appellent à changer de direction carrément. Ils tiennent la famille Guillemot directement responsable du problème dans lequel... Alors qu'elle est là depuis le début. C'est peut-être ça le problème aussi. Mais bon, ils ont connu leurs heures de gloire aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est ça le problème. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais entre les années 2000 et 2020, toute la structure de l'actionnariat qui a changé 10 fois,
avec l'arrivée de Vivendi, avec l'arrivée de Tencent, les Chinois, avec le... Bref, ça a foutu un peu le souk dans la gestion d'entreprise, qui par ailleurs a eu des rêves internationaux, mondiaux, etc., qui l'ont porté au sommet. C'était le 3e éditeur mondial, je crois, de jeux vidéo. Donc il y a peut-être un problème où ils sont un peu éparpillés au lieu de se concentrer sur l'essentiel, qui est de faire des bons jeux. Et c'est vrai qu'il y a eu une série de titres qui malheureusement ont été très mal salués par la critique ou qui ont coûté plus cher que ce qu'ils ont rapporté. Et ça, c'est jamais bon quand tu es un éditeur comme ça, quoi. Fred, pour terminer. Oui, justement, moi je vois ça d'abord comme une crise créative, parce qu'effectivement depuis quelques années en fait, ils ont eu du mal en fait à renouveler leurs principales licences, et quand ces principales licences, et on parlait de Assassin's Creed, le dernier en date n'a pas été le succès escompté. Enfin, c'était un beau succès, mais pas aussi élevé que ce qu'il avait anticipé. Donc crise créative, crise aussi de production. Ils mettaient beaucoup plus de temps que par le passé, en tout cas, pour produire en fait ces éléments. Et en fait, c'est normal parce que il faut absolument qu'ils sortent le jeu qui est pas de tout le monde. Et donc, ça prend plus de temps. Et donc, on est un peu dans cette ornière. C'est intéressant ce que tu disais sur Clair Obscur, parce que si mes renseignements sont bons, c'est un développeur de Ubisoft qui a quitté la boîte pour faire son Clair Obscur. Parce que, justement, sa direction n'y croyait pas en disant ça ne marchera jamais, alors que le truc est un chef-d'œuvre. Et je crois qu'ils sont à Montpellier aussi. Ils sont à Montpellier. Montpellier était souvent une plateforme. Il y avait un des clusters, jeux vidéo, c'était Montpellier. Et juste un dernier mot, autre planète bien alignée, mal alignée, je ne sais pas, c'est tout ce qui concerne l'IA. Aujourd'hui, l'IA est en train de transformer le monde du développement, et peut-être qu'il y a des actionnaires qui se disent attendez, on ne va pas continuer à embaucher des dizaines de développeurs à des prix un peu forts. 200 postes. Alors que non, on ne sait pas. C'est des fonctions support. Enfin, c'est les fonctions. C'est pas les fonctions créatives qui sont supprimées. Bon ben voilà, espérons des jours meilleurs pour Ubisoft. Oui, évidemment. C'est une très belle marque. Évidemment. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà un super débrief. Merci beaucoup. Frédéric Krebs qui donc est venu nous voir. Tu reviens nous voir bientôt quand même. Avec plaisir. Parce que tu nous as manqué depuis tous ces mois. Frédéric Krebs, président de Krebs et Partners. Merci à Didier Sens, un fidèle de Tech & Co. Merci Didier, à très vite. Et merci à Frédéric Simotel, évidemment journaliste maison. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va plonger dans le monde passionnant des télécoms avec mon invité, Benoît Torlotin, qui est le directeur général de Bouygues Télécom, nous rejoint sur ce plateau dans quelques minutes. Et avec lui, on va s'intéresser à toute l'actualité télécom du moment et beaucoup de choses justement du côté de chez Bouygues avec nouvelle box, fibre, 5G, etc. On va décrire tout cela. À tout de suite, mais on revient dans un instant avec évidemment Léa Benaïm pour le Tech Flash. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Il est temps de retrouver comme chaque soir un condensé de l'actu tech du jour. Et comme chaque soir, elle est avec nous, c'est Léa Benaïm. Et c'est le Tech Flash. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, la Commission européenne s'attaque une nouvelle fois à Google et l'accuse de favoriser son IA Gemini sur Android. Un manquement clair au DMA. Bruxelles demande donc au géant américain d'ouvrir son système d'exploitation à d'autres IA concurrentes, mais aussi de leur partager les précieuses données de son moteur de recherche. Tout ça d'ici 6 mois, sous peine de sanctions financières. Et puis un procès historique s'ouvre aux États-Unis avec sur le banc des accusés Meta et YouTube. Un jury va devoir se prononcer sur une question. Les réseaux sociaux rendent-ils volontairement les enfants dépendants ? Snapchat et TikTok devaient eux aussi faire partie de ce procès, mais ils ont conclu un accord financier juste avant l'ouverture, dont le montant, bien sûr, n'a pas été dévoilé. Et toujours dans l'actualité des réseaux sociaux, Léa, les plateformes du groupe Meta vont tester des abonnements premium. Et oui, cela concerne Instagram, Facebook et WhatsApp. Le prix n'est pas encore connu, mais selon Meta, ces abonnements proposeront des fonctionnalités exclusives basées sur l'intelligence artificielle, avec notamment l'intégration de Manus, un agent IA racheté par Meta en décembre pour la modique somme de $2 milliards. Les détails devraient être dévoilés dans les prochains mois.
Et puis autre information du jour, Pinterest va supprimer 15% de ses effectifs, soit environ 700 salariés. Une vague de licenciements largement liée à l'impact de l'intelligence artificielle. La plateforme assume et cherche à réaffecter ses ressources pour rester compétitif face à ses principaux concurrents TikTok et Instagram. Et enfin, des robots humanoïdes dans l'espace. C'est le plan d'une entreprise chinoise Engine AI qui veut lancer un programme d'exploration spatiale avec des robots d'ici 2028. Et pour ce faire, elle a signé un partenariat avec une start-up spécialisée dans les capsules habitées pour l'espace. Reste une grande inconnue, la capacité de ces humanoïdes à résister aux conditions extrêmes de l'espace. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour une nouvelle émission Air et Défense présentée par Jean-Baptiste Huette en partenariat avec La Tribune et Air et Cosmos. Et pour cette première, une invitée exceptionnelle, c'est Catherine Vautrin, la ministre des Armées. Et parmi les sujets brûlants du moment, le SCAF, cet avion de combat du futur qui est au point mort depuis cet été. On écoute ce qu'en dit la ministre. Tout le sujet, c'est la conception de cet avion. Et il y a effectivement une difficulté de coopération entre deux industriels que sont Airbus d'un côté et Dassault de l'autre. Donc, évidemment, nous sommes là dans une relation qui est une relation d'industriels entre eux. Après, évidemment, ces industriels, pour l'un, nous sommes dans une relation de client-actionnaire, de État-client, État-actionnaire, et pour l'autre, nous sommes sur un fleuron français dont l'histoire se confond avec l'histoire de l'aviation française. Donc des liens qui sont proches avec ces deux industriels. Moi, mon souhait, évidemment, le plus profond, c'est de réussir à sortir ce projet. Je ne vous cache pas les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, vraiment, pour moi, la solution, elle est chez les industriels. L'État n'a pas à entrer dans le secret des affaires de ces deux entreprises. Voilà, émission passionnante à retrouver, évidemment, sur la plateforme de BFM Business, avec Jean-Baptiste Huette, bien évidemment, et ses invités. 20h37, direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. La chronique qu'on va dédicacer à notre invité juste après, Benoît Torlotin, qui est le directeur général de Bouygues Télécom. Bonsoir Sylvain Trinel. Bonsoir. Journaliste à BFM Tech. Et aujourd'hui, c'est la fin du réseau cuivre en France pour 763 communes à travers le pays. Et oui, ce 27 janvier 2026, ça marque déjà la seconde étape de la fermeture technique du réseau cuivre qui supporte l'ADSL en France. Orange, qui se charge de la maintenance de ces vieilles infrastructures, ils se sont lancés dans cet énorme chantier au tout début de l'année 2025. Et aujourd'hui, c'est la phase 2 du projet. Ça y est, concrètement, si vous n'êtes pas passé à la fibre dans 763 communes de France et que vous êtes encore à la DSL, concrètement, vous pourriez même pas nous écouter, en fait, parce que vous n'auriez plus Internet, voilà, et c'est bien dommage. Quelle horreur, rien qu'y penser, j'en ai des frissons. Exactement, surtout que ça concerne quand même 860 000 particuliers et entreprises, notamment le 6e arrondissement de Lyon, une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine, et même la Corse avec au hasard Ajaccio. Très bon choix. Évidemment. Très bon choix. J'espère que vous êtes à la fibre. Cette fermeture, elle est prévue jusqu'en 2030, elle doit se faire en plusieurs phases. Elle va même s'accentuer clairement dans les prochaines années. En janvier 2027, ce sont plus de 2 millions de locaux qui seront concernés et même plus de 5 millions en 2028. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment la fin de cette ADSL s'est déroulée dans les communes qui sont déjà concernées et qui ont fermé. Déjà, il faut savoir que c'est Orange qui a dicté lui-même son calendrier. L'opérateur, il est quand même tenu à des obligations par l'ARCEP. S'il veut mettre fin au réseau cuivre dans une ville, il doit s'assurer que 100% des locaux sont raccordables à la fibre. Une complexité forcément qui lui a valu de retarder l'arrêt technique dans certaines communes qui étaient prévues dès la phase 2, parce que Orange, ils peuvent pas simplement dire oui, mais là en fait on peut pas installer la fibre, c'est trop cher, pas rentable, regardez, il y a le satellite, la 5G. Non, ça c'est pas quelque chose d'acceptable pour l'ARCEP. Ça signifie donc forcément un gros travail de communication auprès des collectivités et des clients. Lors de la première phase, l'ARCEP nous avait d'ailleurs expliqué qu'il n'y avait pas eu de gros problèmes, donc on espère que ce sera également le cas pour cette seconde étape. Et pour ceux qui trouvent le raccordement trop cher, sachez que le ministère de l'économie a opportunément rappelé aujourd'hui qu'une aide était disponible afin d'accélérer le déploiement de la fibre qui couvre aujourd'hui 95% des habitations et des locaux d'entreprise. Rappelons également que le choix d'Orange d'arrêter son réseau cuivre, il n'est pas
pas anodin parce que c'est un réseau qui coûte extrêmement cher pour très peu de clients, donc absolument pas rentable. Mais je suis persuadé que le patron de Bouygues Telecom va nous en parler. J'espère bien. Vous imaginez, il me dit non, j'ai pas envie d'en parler. Oui. On en passe à autre chose. Hein. Merci beaucoup Sylvain Trinet de la rédaction de BFM Tech. Et justement, intéressons-nous au télécom maintenant avec notre invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir Benoît Torlotin. Bonsoir François Sorel. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Directeur général de Bouygues Telecom. L'actualité de Bouygues Telecom qui est très chargée en cette année 2026. Happy birthday, 30 ans. Moi, je me souviens, 1996. Absolument. L'un de mes tout premiers, je crois que c'était mon premier forfait, c'était chez Bouygues Telecom. 240 francs à l'époque. Pour 3 heures de communication. Pour 3 heures de communication, et c'était révolutionnaire à l'époque. Parce que les autres opérateurs facturaient à la minute, je crois. Enfin, c'était très complexe, etc. Vous aviez simplifié justement la manière de comprendre en fait les forfaits télécoms. C'était le début. Hein. Absolument, vous avez raison. 30 ans d'innovation. On a toujours essayé d'innover, d'apporter quelque chose de très performant pour le consommateur et adapté. On a inventé le forfait. On a inventé le forfait avec le téléphone. On a inventé le forfait illimité tous opérateurs. Et plus récemment, dans le domaine des box, on a beaucoup innové car on était le dernier arrivé sur le sujet des box. On a beaucoup travaillé sur le réseau, sur nos box elles-mêmes, sur notre qualité d'expérience client pour aujourd'hui être, je crois, plutôt une référence dans le domaine des box, mais on va en parler. Ouais, c'est intéressant, on va y revenir parce que c'est vrai que vous étiez à la traîne au niveau de l'Internet fixe pendant des années. Vous y étiez présent, mais pas forcément de manière très, très puissante. Et puis là, d'un coup, plein d'offres, Wi-Fi 7, du très haut débit, des prix aussi très agressifs. On va y revenir. Mais pour revenir à l'information que développait Sylvain Trinet, l'arrêt de la DSL, bonne chose pour vous? Est-ce que ça pose des problèmes avec certains clients? Comment vivez-vous cette rupture technologique, en fait, cet arrêt technologique? Vraiment bonne chose pour les clients avant tout. Aujourd'hui, être sur une offre ADSL, c'est réellement plus du tout adapté à l'usage que font les clients de l'Internet chez eux. D'ailleurs, nous, on est le seul opérateur qui vont arrêter de vendre de nouvelles offres fibres à nos clients depuis janvier de l'année dernière, depuis janvier 2025. On s'est dit, c'est pas un cadeau à faire à un consommateur français. Des offres cuivre, des offres ADSL. C'est pas un cadeau à faire aujourd'hui à quelqu'un de le mettre sur une offre cuivre. Donc, on ne vend que des offres fibres ou 5G. Effectivement, on invite nos clients à passer à la fibre ou aux technologies 5G des 5G box. Mais, admettons que je sois dans une zone où on m'arrête la DSL, j'ai pas de 5G, j'ai pas de fibre. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive ou pas encore ça? Est-ce que vous avez des cas comme ça isolés, un peu plus problématiques? Avec réellement la couverture fibre que l'on a aujourd'hui, on a plus de 40 millions de foyers éligibles. Avec la couverture 4G et 5G qu'on a en complément, pour avoir soit une 4G box, soit une 5G box, réellement on couvre pratiquement l'essentiel des offres des clients aujourd'hui et des foyers. Vous avez toujours une solution autour de ça. Et si vraiment vous êtes très, très, très isolé, vous pouvez avoir une offre satellite avec un autre opérateur. Mais réellement, on a l'essentiel aujourd'hui de la couverture nécessaire en fibre, en 4G ou en 5G. Par contre, on a multiplié les technologies pour effectivement le faire. On était le premier à lancer une box 4G en 2017, à lancer une box 5G en 2022, et on complète les offres aujourd'hui pour que, dans tous les cas, finalement, vous puissiez avoir du très haut débit chez vous sans aller sur du cuivre ou en arrêtant le cuivre. On parlait de cette décision unilatérale de la part d'Orange, mais est-ce que malgré tout, Orange discute avec les opérateurs concurrents en France sur cet arrêt de la DSL du cuivre? Il y a eu quand même des ententes, des discussions entre vous, ou est-ce que c'est Orange qui dictait ses choix technologiques? L'arrêt du cuivre est quelque chose qui a été anticipé. C'est sous l'égide de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, que tout le plan de fermeture du cuivre a été élaboré avec Orange, avec l'ensemble des opérateurs. D'accord. C'est quelque chose qui est planifié, c'est le plan très haut débit de la France, avec d'une part un déploiement de la fibre très important et très rapide, et d'autre part une programmation de l'arrêt du cuivre, arrêt de la commercialisation tout d'abord, puis arrêt du parc effectivement cuivre. Tout ça est programmé sous l'égide de l'ARCEP, et donc le plan maintenant est suivi. Alors, l'actualité chez Bouygues, c'est ses 30 ans. Donc voilà, avec, on va le détailler, pas mal de nouveautés. Des box, je vous le disiez, 5G, une nouvelle box 5G. Vous lancez aussi une box Wi-Fi de secours. C'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en fait une box Wi-Fi de secours? Oui, avec plaisir. On a décidé de s'attaquer à un problème que vivent beaucoup de foyers français chaque mois. C'est la coupure accidentelle de la fibre. La fibre, c'est parfait, ça apporte un super service, mais ça arrive que vous ayez une coupure de votre fibre par accident, indépendamment de votre opérateur, parce qu'il y a un chantier dans la ville qui, avec malheureusement un coup de pelleteuse mal placé, coupe la fibre de tout un quartier,
ou d'un immeuble, parce qu'il y a des intempéries. Et vous savez que parfois, les derniers mètres de la fibre dans certaines zones sont aériens, donc quelques intempéries, la fibre coupe. Et ces coupures, elles durent quelques heures, quelques jours parfois. L'ARCEP, Jurel, quand elle fait le recensement de ça, elle voit qu'il y a 500 000 à 600 000 foyers chaque mois qui ont une coupure de la fibre. Et vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, avoir une coupure d'Internet chez soi pendant des heures ou des jours, c'est plus possible. Et donc on s'est attaqué à ça et on s'est dit, ben voilà, on va inventer, on a lancé la box de secours. C'est une box sur base technologie 5G, 4G. Donc elle utilise le réseau mobile de Bouygues Telecom pour que si jamais vous avez une coupure de fibre, eh bien cette box prend le relais. Vous avez toujours du Wi-Fi chez vous, avec une bonne couverture Wi-Fi, avec une box qui est fonctionnelle, qui est branchée et qui vous apporte du Wi-Fi dans tout votre appartement et pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche pas que sur les box Bouygues. Non, bien entendu, on cherche à résoudre le problème de tous les Français, quel que soit leur opérateur. Donc même si vous n'êtes pas client Bouygues Télécom, vous pouvez avoir cette box du secours, elle fonctionne chez vous. Donc on la branche quoi sur elle est branchée vous la branchez sur une prise électrique, tout simplement. Ça se connecte au réseau 4G, 5G et ça vous apporte un Wi-Fi de secours à un tarif hyper abordable puisque c'est 12,99 € par mois sans engagement. Donc effectivement, c'est destiné à tous les foyers français, quel que soit leur opérateur box, pour résoudre ce problème qu'on peut tous vivre et qui est vraiment insupportable aujourd'hui quand vous avez une coupure de fibre pendant quelques heures ou quelques jours. Après, vous la mettrez, c'est vrai que la plupart du temps, on a des téléphones portables, on est de plus en plus adepte du partage de connexion. Il y a d'autres moyens aussi de se dépanner quand on n'a plus de fibre. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai pris mon iPhone, j'ai fait du partage de connexion et puis j'ai pu travailler. Absolument, c'est la solution que font les gens en général. Mais un partage de connexion, ça prend votre téléphone, ça l'immobilise. Ça a une très mauvaise couverture Wi-Fi, parce que votre téléphone ne couvre pas en Wi-Fi toute votre maison. Ça utilise la batterie de manière extrêmement intensive et vous avez très vite plus de batterie. Et puis après, si vous souhaitez quand même partir avec votre téléphone, le reste de votre foyer, il n'a plus l'Internet quand même. Donc la box de secours, elle a un super Wi-Fi, beaucoup mieux que votre téléphone. Il n'y a pas de question de batterie, elle est branchée sur le secteur. Et puis quand vous partez, tout le foyer, tous ceux qui restent chez vous, ils ont encore accès à cette box de secours. Vous disiez tout à l'heure qu'en 2022, vous sortiez la première box 5G. Vous la mettez à jour, cette box-là, avec donc un nouveau modèle qui est plus complète, qui maintenant permet la télé en direct comme une box fibre, en fait. Absolument. On a plusieurs technologies pour apporter une offre Internet complète au foyer. La fibre, on le sait bien, mais également c'est le top du top, on est d'accord. C'est la fibre, effectivement, c'est ce qui est le mieux en termes de performance et de stabilité. Mais il y a des zones qui ne sont pas encore fibrées, ou alors certains de nos clients, certains des consommateurs ne veulent pas finalement faire des travaux chez eux pour la fibre. Il y a quand même un peu de travaux à faire, à passer une fibre dans l'appartement. Et donc pour cela, on avait lancé la box 5G en 2022 et là on la complète. On a lancé la première box 5G réellement complète. Donc il y a un décodeur TV et il y a aussi un répéteur. C'est-à-dire que cette box, elle a une box principale, un décodeur TV et un répéteur pour que le Wi-Fi réellement aille au maximum de votre maison, comme une box fibre normale. Et donc, vous avez le choix des technologies, le choix de finalement faire la fibre chez vous ou ne pas la faire. Mais dans tous les cas, vous avez une offre Internet complète avec un super Internet chez vous, un super Wi-Fi et un décodeur TV qui est également au top niveau. C'est ce que permet la 5G aujourd'hui, ce type de technologie, notamment la nouvelle génération de 5G. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'Internet illimité. La télé est grosse consommatrice de bande passante. J'imagine qu'avoir une petite clé qui est connectée à cette box 5G, ça prend du débit. Ça va malgré tout saturer un peu le réseau 5G. C'est en le mettant à jour avec de nouvelles technologies que vous pouvez vous permettre ça maintenant. La 5G réellement... Avec la 4G, c'était pas possible de faire ça. Non, voilà, la 5G apporte vraiment de la capacité au réseau mobile. C'est comme si sur une autoroute, à un moment donné, vous avez trop de trafic et vous doublez finalement la largeur de l'autoroute. Là, quand on met de la 5G, on double la capacité du réseau par rapport à la 4G. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça nous permet à la fois d'accueillir des smartphones, votre mobile en 5G, et d'accueillir des box 5G qui consomment plus qu'un smartphone, effectivement, mais avec la capacité qu'on installe sur la 5G, on a largement de quoi faire. Et c'est ce que permet effectivement aujourd'hui le fait d'avoir déployé la 5G sur l'ensemble des zones où on a besoin de cette capacité, de ce trafic. Vous imaginez à combien de centaines de milliers de clients ces offres un peu, on va dire, j'allais dire marginales, pas marginales, mais en tous les cas qui répondent à un besoin spécifique parce que je n'ai pas la fibre, parce que je n'ai pas envie d'installer la fibre. C'est un vivier de clients important, ça ? Aujourd'hui, en fait, l'ARCEP, qui est aussi l'observatoire du fixe en France, elle compte au total, je crois, environ 500 000 clients qui ont des box 4G ou 5G.
au total sur le marché français. Donc ça reste quand même effectivement une petite fraction. Bouygues Telecom est leader sur ce marché-là. On a largement plus de la moitié de ses clients en box 4G, 5G. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi lancé cette nouvelle offre pour effectivement apporter une réponse complémentaire par rapport à ceux qui vont prendre de la fibre. D'accord. Et le jour où je suis éligible fibre, qu'est-ce qui se passe ? Vous me le dites quand même ? Sur de la fibre. Bien entendu, Vous pouvez opter pour une offre fibre à votre choix. La fibre qui évolue aussi à la vitesse de son déploiement. Aujourd'hui, vous le disiez, la quasi-totalité de la France, et ça c'est une force, on n'en parle pas assez, mais on a la chance d'être dans un pays où il y a la fibre quasiment partout. C'est ça qui est dingue, même dans les campagnes aujourd'hui. Et cette fibre évolue. On communique maintenant, vous communiquez sur des débits qui sont stratosphériques, 8 gigabits aujourd'hui. Ça aussi, ça fait partie de cette volonté d'avoir toujours plus de débit, en fait. Même si on se dit que 8 gigabits aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Clairement, vous savez, il y a quelques années, on a pris le pari chez Bouygues Telecom, l'enjeu de se dire, on veut être l'opérateur qui apporte le meilleur Internet à domicile. Moi, on pense que ce que les gens veulent avec la fibre chez eux, c'est le meilleur Internet. Et on y est arrivé parce qu'aujourd'hui, on est reconnu comme le numéro 1 sur le Wi-Fi et l'Internet. Et ça passe par quoi ? Ça passe par le réseau, la fibre, 40 millions de foyers éligibles, mais effectivement, des nouvelles technologies fibres qui permettent d'aller plus loin dans les débits. On était sur de la fibre 1 giga, 2 gigas, maintenant on est à 8 gigas. Et l'objectif, c'est que toute la France soit compatible 8 gigas après ? Et effectivement, aujourd'hui, dans les grandes villes, on est très majoritairement 8 gigas et tout le réseau fibre va être très rapidement totalement 8 gigas. Et puis également, ça passe par les produits eux-mêmes, les box, parce que si vous voulez avoir un super Internet chez vous, il faut avoir une fibre, un tuyau qui soit de très bonne capacité, mais également une box qui permette que toute la puissance de la fibre, elle soit dans votre Wi-Fi. Et c'est pour ça qu'on a inventé en 2020 les box en format vertical. Vous savez, les box, elles sont en vertical, c'est pas pour faire plus ou moins joli, c'est parce que c'est beaucoup plus performant sur le Wi-Fi chez vous, sur la parce que les antennes sont mieux réparties. Les antennes sont mieux réparties, elles sont plus loin de la partie électronique métallique qui ferait des interférences, donc ça rayonne beaucoup mieux. Et on y a apporté ensuite les technologies Wi-Fi 6, 6E et maintenant 7, on a lancé les premières box Wi-Fi 7 certifiées l'an dernier, et là on a complété notre panel de box Wi-Fi 7, effectivement, avec une box nouvelle également en Wi-Fi 7. Parlez-nous aussi de ce décodeur que vous sortez. C'est une petite révolution parce que c'est le premier, en fait, c'est le premier d'une nouvelle génération de décodeurs qui vont arriver sans doute chez les autres opérateurs, sauf que vous êtes les premiers à dégainer cette technologie. En fait, c'est à l'intérieur, il y a un NPU, un peu comme on va dire un processeur ultra puissant qui est boosté à l'intelligence artificielle et qui permet d'améliorer l'image de la télé, c'est ça ? Voilà, c'est le premier décodeur boosté à l'IA qui intègre, vous le dites, un NPU, c'est un processeur qui fait tourner des modèles d'IA. Un processeur spécifique qui permet de faire tourner des modèles d'IA. Donc ça va servir à des tas de choses, des tas de fonctions sur lesquelles on réfléchit pour l'avenir, et on démarre par une fonction qui effectivement vous apporte une qualité d'image 4K HDR. Donc vous savez, le 4K HDR, c'est la meilleure qualité sur les couleurs d'image. Ben là, même si vous avez un flux vidéo, une chaîne ou un contenu streaming qui n'est pas en 4K HDR, avec l'IA, on vous le transforme en 4K HDR, si bien sûr vous avez une télé compatible. Mais aujourd'hui, elles le sont de plus en plus. Et donc ça sublime l'image. On prend un flux de qualité moyenne et on en fait un flux de super qualité grâce effectivement au moteur IA qui tourne sur la box. Mais par exemple, je regarde BFM Business, TF1, enfin toutes les chaînes. Ça va améliorer aussi la qualité d'image de ces chaînes qui sont déjà en HD, pour la plupart, ou pas ? Alors, ça améliore la qualité des chaînes, effectivement, qui ne sont pas en 4K HDR. Vous être en HD, ne pas être en HDR. Oui, donc HDR, c'est vraiment une profondeur de couleur, les noirs beaucoup plus profonds, des contrastes beaucoup mieux sur la partie couleur. Très bien. Et tout ça est disponible. Déjà, par exemple, ce boîtier télé, il est compatible avec toutes les offres. Il faut que je m'abonne, que je renouvelle un abonnement. Comment ça marche ? Ce boîtier télé, il est dans le cadre de notre offre ultime, qui est notre offre haut de gamme, qui est commercialisée aujourd'hui dans nos boutiques et que vous pouvez effectivement accéder. Benoît Torlotin, il nous reste quelques minutes. L'actualité des télécoms, c'est aussi cette guerre des prix que se mènent encore les opérateurs télécoms aujourd'hui. On le voit, elle est terrible, cette guerre des prix. Et vous en pâtissez aussi parce que lorsque SFR dégaine un tarif promo avec Red, quelques minutes après, vous vous alignez, ou vous baissez encore les tarifs, ou vous apportez plus de gigas. L'inverse est aussi vrai de la part de SFR. On voit qu'il y a une guerre monstrueuse. Est-ce que vous souffrez de cette guerre des prix actuellement, qui ne s'arrête pas visiblement? On est sur un marché très compétitif, comme vous l'avez dit, sur lequel il faut être agile, il faut réagir, mais il faut aussi avoir des fondamentaux.
Côté Bouygues Télécom, on s'adapte sur les tarifs, mais surtout, on veut délivrer une qualité de service irréprochable. C'est ça, à mon avis, qui fait, à un moment donné, le choix du client, du consommateur, que le tarif soit bien positionné, mais surtout qu'il y ait une qualité de service, qualité de l'Internet à domicile, qualité du service client. Et là, à un moment donné, c'est là qu'on essaie de faire la différence. On le fait, je pense, sur les box. Et donc, ça nous permet effectivement d'être dans cet univers compétitif au bon niveau de performance commerciale. Les clients, ils savent ce qu'ils achètent, ils en ont pour leur argent. Ils savent que les prix sont très compétitifs, mais après, ils choisissent en termes de qualité. Et nous, on œuvre depuis des années pour se dire de manière constante, persistante, on investit dans nos réseaux, on investit dans nos box, on investit dans notre relation client pour qu'on soit perçu comme étant au bon niveau de qualité. Et c'est ce qu'on réussit à faire désormais avec de belles performances. Vous l'avez vu sur les dernières années, on en est très fiers, un très gros travail de tous les collaborateurs, et c'est là qu'on fait la différence. Alors, l'actualité aussi des télécoms, c'est évidemment la vente d'SFR, donc le groupe Altice, qui serait en pourparlers avec les opérateurs. Alors, ce n'est même plus une rumeur maintenant, puisque officiellement, on a reçu un communiqué de presse il n'y a pas si longtemps de ça, de la part de vous-même, donc Bouygues, Free et Orange, sur la volonté de ne plus être 4 opérateurs, mais 3. C'est ça l'idée aujourd'hui. C'est ça l'idée, puisque le consortium formé, comme vous l'avez dit, de Bouygues Télécom, Orange et Iliad a fait une offre, même au mois d'octobre, à SFR pour racheter principalement les actifs de SFR. Et cette offre est en discussion. Mais vous savez, c'est un dossier extrêmement complexe dont l'issue est très incertaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'arriver jusqu'au bout de cette histoire-là ? Non, clairement, c'est un dossier dont l'issue n'est pas certaine du tout aujourd'hui. Parce que d'une part, il faut qu'il y ait un accord avec un vendeur, entre un acheteur et un vendeur. Et au-delà de ça, il y a une instruction ensuite par des autorités de concurrence qui se mettrait en place, qui est aussi incertaine et qui est longue. Donc, c'est un dossier qui est travaillé aujourd'hui, les contacts ont lieu, les discussions ont lieu, mais réellement, c'est incertain, c'est long dans la réalisation. Et donc, réellement, chez Bouygues Télécom, on est pleinement concentré sur le fait de délivrer aujourd'hui nos nouvelles box, nos nouvelles offres pour continuer dans le marché tel qu'on est. Mais votre volonté, c'est de passer de 4 opérateurs à 3 opérateurs. On pense que cette offre fait sens. C'est clair. Cette offre fait sens totalement pour les actionnaires de SFR, pour le marché, même pour les consommateurs, pour qu'on puisse avoir des opérateurs qui continuent réellement, notamment à investir et à délivrer de bonne manière la qualité de service et les éléments dans les nouvelles technologies qui arrivent. Est-ce qu'on peut craindre, Benoît Torlotin, sincèrement, si ça va prendre longtemps, ce rachat des SFR, si ça se fait, est-ce qu'on peut imaginer après une hausse des prix des abonnements télécoms, que ce soit mobile ou fixe, si on passe de 4 opérateurs à 3 opérateurs ? Le marché est très compétitif, il restera très compétitif, oui, mais il le sera moins. Aujourd'hui, votre principal concurrent, où vous dégainez vos tarifs, vos promos, c'est SFR aujourd'hui. Non, il y a 4 opérateurs aujourd'hui qui sont oui, mais Orange est un peu en dehors du... Il y en a 4, il y en a 3. Donc pour vous, les prix n'augmenteront pas ? Il y a une très forte compétition aujourd'hui. Les prix, vous savez, en France, sont parmi les plus bas d'Europe, en fixe et en mobile. Et une opération comme celle qu'on a proposée à SFR, les synergies dont on parle dans une telle opération, c'est beaucoup de synergies de coûts sur les réseaux. Ce n'est pas des synergies d'augmentation de prix, c'est des synergies qui portent sur les coûts. Quand effectivement vous avez en France 4 réseaux complets, fibres et mobiles, et qu'en fait, économiquement, en termes d'efficience, il suffirait d'en avoir 3, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se passer, en un point de vue économique. Ce n'est pas dans les tarifs. Donc votre point de vue, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs si on passe de 4 opérateurs à 3 ? Le marché restera très très concurrentiel, c'est certain. Eh bien, merci beaucoup, Benoît Torlotin, avec donc cette avalanche de nouveautés chez Bouygues Télécom. Les 30 ans, voilà. Les 30 ans, bel anniversaire. Exactement, c'était le début du GSM à l'époque, les amis. On avait des téléphones tout petits avec des antennes, etc. etc. Regardez ce qu'on a aujourd'hui. C'est dingue en 30 ans, quand même, ce que ça... Quel chemin parcouru. Voilà, tout ça a vraiment été révolutionné. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co, directeur général donc de Bouygues Télécom, Benoît Torlotin. Pour terminer cette émission, on sera là bien sûr demain. Les replays et les podcasts qui vous attendent. D'ici là, très belle soirée. À demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.